Salut Bissoma, Sébastien du futur ici. Je viens de finir de m'enregistrer, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais sur la question et le thème d'aujourd'hui. Donc, traitez cette vidéo comme un podcast. Prenez le temps de faire du boulot ou des tâches ménagères ou ce que vous voulez pendant que vous m'écoutez parce que j'ai des choses à dire, pas forcément toutes cohérentes. Tiens, ça c'est en sujet avec ce qu'on va discuter. Et surtout, prenez votre temps d'écouter et de comprendre. Et je vais vous laisser avec Sébastien du passé qui va faire son intro. Merci beaucoup. Salut Bissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo réaction-réponse à une vidéo de La Folle qui était elle aussi une vidéo réponse ou réaction à une autre vidéo dans la communauté des rôlistes du Québec. Je vous mets le lien le lien vers la vidéo de La Folle dans la description. N'hésitez pas à aller la voir, elle lui faire un petit coucou. Elle fait des trucs très sympas. Et puis, la discussion que je vais avoir avec vous aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre juste en dessous de moi, là, je vais parler du syndrome de l'imposteur. Alors, je vais pas forcément que parler du syndrome de l'imposteur dans le jeu de rôle, parce que je vais pas pouvoir être de bons conseils là-dessus. Par contre, j'ai aussi eu ce problème avec le syndrome de l'imposteur, mais moi c'était plutôt dans le côté professionnel, dans mon métier. Vous savez, ou peut-être pas, je bosse dans l'informatique, dans l'IT, je suis consultant pour une grande boîte, je suis déplacé d'un client à l'autre en moyenne tous les 6 mois, 9 mois, je réalise des projets, et une fois que ces projets sont finis, ben, je passe au client suivant. Sauf en ce moment où je suis sur un client à long terme, où je suis en faire autre chose que du projet. Et ça va être intéressant aussi, mais là n'est pas la discussion. Quand je suis arrivé dans cette boîte en fin 2019, en tout début d'une formation d'alternance de 3 ans, vous pouvez bien vous imaginer que moi, qui 36-37 était en pleine reconversion, le syndrome de l'imposteur y tapait plutôt très fort. J'avais fait une licence d'informatique avant, donc j'ai des bases, certes académiques, mais j'ai des bases. J'ai des bases en algorithmie, je sais ce qu'il faut pour écrire du code. Je connaissais pas JavaScript, qui est le langage que j'utilise le plus en tant que langage de scripting pour la solution sur laquelle je bosse. Pour ceux qui connaissent ServiceNow. Et Et puis voilà, et puis j'ai commencé, j'ai le gars, le chef, enfin, il n'était pas vraiment chef, mais voici, le chef du bureau de Strasbourg m'a pris sous son aile et m'a emmené sur un projet chez un client. Je suis arrivé en tant que débutant, et j'ai appris sur le tas, plein de choses. J'ai bien sûr fait tout un tas de conneries où j'ai dû rester 1 heure ou 2 après les horaires normales pour corriger mes conneries. C'est comme ça aussi qu'on apprend, et c'est surtout là qu'on apprend d'ailleurs. Et puis, ben, une fois que ce projet-là a été fini, ben, hop, vas-y, démerde-toi, tu te retrouves sur un projet, alors généralement dans une équipe, et puis voilà. Et tu fais ce que tu peux, tu livres, tu prends le travail que tu sais que tu peux faire, et bien sûr l'idée est toujours de prendre un tout petit peu au-dessus de ce qu'on sait faire pour pouvoir progresser, sortir de sa zone de confort. Mais le syndrome de l'imposteur, vous voyez bien qu'il avait une belle place pour moi, parce que j'avais pas de connaissances vraiment formelles. Et bah, tous les gens que j'avais autour de moi étaient des gens qui avaient beaucoup d'expérience, qui connaissaient l'outil et puis même quand c'était pas les gens de mon équipe, de l'équipe de Strasbourg, c'était les gens face côté client qui j'étais surpris qu'ils veulent de moi parce que j'étais clairement un branleur, je savais rien. Et dès qu'on me posait une question, ma réponse était souvent faut que je me documente. D'ailleurs, ça l'est toujours. Et, et donc, ben, le syndrome de l'imposteur, il était là.
Et ça me posait beaucoup de problèmes parce que j'avais pas confiance dans le travail que je faisais et j'avais pas confiance dans ce que j'apportais à l'équipe. Et puis, je suis arrivé sur un projet où tout s'est pas si bien passé. Et ça faisait à peu près 1 an que j'étais dans l'entreprise et que je bossais sur différents projets, donc ça devait être le 2 ou 3e projet. 3 ou 4e projet, pardon, je devrais dire. Euh, et là, j'ai découvert un truc. J'ai découvert qu'en fait, vous savez, si vous utilisez les réseaux sociaux, que c'est jamais une bonne idée de comparer ce qu'on fait de sa vie à ce qu'on voit de la vie des autres sur les réseaux sociaux. Parce que vous allez juste voir les moments que les gens veulent montrer, veulent partager, pas le reste. Et c'est pareil dans le boulot. Les trucs qu'on va voir et qu'on va retenir, c'est les gros accomplissements, le gros travail qu'ont fait les autres en face de vous, et pas les conneries qu'ils font. Ou le travail de moins bonne qualité. Bizarrement, quand je me suis retrouvé à devoir surtout faire parce que c'était un job où j'étais vraiment pas confiant dans le boulot que je devais faire parce que c'était sur un module que je connaissais, mais alors pas du tout. Et au final, j'ai beaucoup appris parce que c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de tests croisés. Donc en gros, un autre dev fait son travail, il l'envoie en zone de test, et moi, je vérifie que ça marche. J'ai la liste des choses qui me disent qu'est-ce qui doit être fait pour considérer que le travail est fait, et je faisais mes tests. Et c'est là que j'ai appris, et c'est là que j'ai découvert que en faisant remonter aux collègues les erreurs que je voyais ou que je pensais voir, que je me suis rendu compte que tout le monde est comme moi. Et dans un boulot, à part tomber sur le gars qui a 10 ans, 15 ans d'expérience, vous allez avoir des gens qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Dans le métier de l'informatique, c'est généralement aussi à grands coups de Google. Maintenant, ça va être aussi à grands coups de ChatGPT, mais attention à cet outil parce que c'est pas un outil qui est fait pour la recherche pour le moment, même les IA genre copilote et tout ça, c'est des IA qui sont faites pour imaginer des solutions. Elles sont pas là pour trouver les solutions, elles sont là pour les imaginer. Et vous remarquerez que vos collègues, ils sont pareils que vous, ils galèrent autant que vous, ils font autant de conneries, ils sont aussi peu sûrs que vous. Seule différence, c'est peut-être qu'ils ont appris à avoir l'air un peu plus sûrs d'eux, de manière générale. C'est tout. Mais quand vous vous retrouvez dans une situation où vous testez le travail des gens, vous vous rendez compte que ah putain ça va pas marcher, merde, j'y retourne, j'ai fait de la merde, hop c'est reparti, ou bien justement oh putain ça a marché, c'est cool. Voilà, c'est là qu'on se rend compte que le syndrome de l'imposteur, en fait, dans certains métiers, et surtout dans l'informatique, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas des gens les plus à l'aise socialement parlant. Parce qu'après tout, les nerds qui étaient attirés par l'informatique et par les ordinateurs, c'est pas des gens qui sont des grands spécialistes au niveau de l'interaction sociale. Donc voilà, donc on est plus ou moins tous dans le même... Même ceux qui viennent de reconversion comme moi je viens de l'industrie au début. Donc voilà, c'est... on a tous à se battre avec. Et la blague, c'est que je pense que vous la connaissez, c'est... Parfois, je suis même pas sûr que je suis assez bon pour avoir le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous l'êtes d'ailleurs seulement assez bon pour avoir le syndrome de l'imposteur? Si on peut pas en rigoler, qu'est-ce qu'on fait, bordel, hein? Enfin bon, voilà. Donc, et pourquoi j'ai jamais eu ce problème-là dans le jeu de rôle? Parce que, c'est pas mon boulot. Et à partir du moment où c'est pas mon boulot, j'ai de compte à rendre à personne sauf à moi. Même quand je suis MJ. Alors quand je suis MJ, je dois m'assurer au moins que les gens autour de ma table passent un bon moment, s'amusent bien. Mais pour ça, il n'y a pas besoin d'être un maître, il n'y a pas besoin d'être un grand joueur. Dans le sens jouer un rôle, dans le sens acteur. Il n'y a pas besoin d'être un ingé son. Il n'y a pas besoin d'être un bruiteur. Il n'y a pas besoin d'être d'avoir des capacités de montage vidéo
ou de création 3D ou graphique pour faire des super battle maps. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et c'est ça qui est génial avec les passions, les hobbies, c'est que vous définissez votre niveau d'implication. Et vous n'avez en aucun cas à avoir honte du peu que vous sachez, de peu de connaissances que vous avez. Parce que si vous êtes MJ, les autres en face, ils sont joueurs. Aucun d'eux n'avait l'envie ou le courage de le faire. Et vous faites ce que eux n'ont généralement pas l'envie ou le courage de faire. Et vous faites quelque chose qui va de toute façon être apprécié puisque vous donnez l'opportunité de jouer. Alors oui, je me concentre sur les MJ. Vous savez bien que ma chaîne est surtout orientée MJ puisque je suis généralement MJ. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir cette peur quand on est MJ. Quand on est joueur, j'arrive à comprendre. Surtout si on ne sait pas qui on a à la table. Et c'est encore pire dans les rares cas où vous jouez sur des tournois. Alors bon, les tournois du jeu de rôle, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé très bizarre comme format. J'ai jamais vraiment compris l'intérêt. Pourquoi vous devriez vous sentir... Alors, je comprends qu'on peut avoir des complexes quand on débute sur un jeu de rôle, quand on débute la maîtrise ou le jeu de rôle de manière générale, mais vous n'avez pas besoin de vous sentir un imposteur parce que autour de la table, il n'y a que des passionnés. Et il n'y a que des gens qui savent, ou au moins ont une idée du travail que ça représente, et sont reconnaissants, parce que c'est vous qui faites le travail, que eux n'avaient pas le courage de faire. Donc, ils seront toujours reconnaissants sur votre travail, et il n'y a que si vous êtes vraiment quelqu'un de... Comment dire? Quelqu'un qui est très antipathique, antagonistique. Dans le mauvais sens du terme, pas j'incarne le perso qui est l'antagoniste de l'histoire, mais plutôt je vais vouloir me mettre à dos mes joueurs. Il n'y a que là que vous allez avoir des gens qui vont pas aimer ce que vous faites. Mais si vous faites de votre mieux, ou si déjà vous faites le sacrifice de travailler et de préparer des scénars, les gens en face de vous, 90% du temps, ils vont être reconnaissants, quel que soit le temps et le travail que votre scénario représente. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'eux n'auraient jamais réussi à le faire. Ou n'auraient jamais eu l'envie de le faire. Et les 10% qui restent, soit sont des connards qui se cachent suffisamment bien pour que vous les ayez pas filtrés de la table, soit ce sont des débutants tellement verts, tellement nouveaux, qu'ils n'ont même pas encore la moindre idée de ce que ça représente. Mais sinon, les gens, aucun ou très rarement, vont être critiques pour être critiques. Si vous demandez des axes d'amélioration et qu'il y a des gens qui, des fois, je rappelle, on est dans le jeu de rôle aussi, il y a aussi des gens qui sont pas très très socialement aptes et qui vont dire les choses très franchement, des fois sans filtre. Faut savoir aussi encaisser ça. Ça, c'est le truc difficile dans le jeu de rôle. Mais pareil, c'est pas une question de se sentir imposteur. C'est on est entouré de passionnés. C'est comme je sais pas, c'est comme parler avec d'autres gens passionnés sur des choses que vous aimez. Moi, par exemple, vous savez bien, j'aime bien le jeu vidéo, j'aime bien le catch. Je pense que j'en ai aussi parlé, mais j'aime bien généralement le métal, musique. Et ben, quand je vais discuter avec des gens, même s'ils sont sur des choses qui, moi, ne m'intéressent pas, j'arrive toujours à respecter la passion des gens. Si toi, t'aimes quelque chose et que tu as l'air d'aimer, de trouver du bonheur là-dedans, continue. Moi, c'est pas mon truc. Mais ça n'a pas besoin d'être mon truc. On peut parler de... Et on peut trouver généralement des points communs. Il y a, en ce moment, par exemple, rien à voir. Grosse parenthèse. J'ai découvert 2 chaînes d'arts martiaux sur YouTube. J'ai plus le nom en tête. Un, je crois que c'est Sensei Seth. Et l'autre, c'est un karatéka dont j'ai oublié le nom. Son nom s'affichera à l'écran là.
Mais ce qui est énorme, c'est que quand ces mecs-là, qui sont des ceintures noires, alors il y en a un, celui dont j'ai oublié le nom, une ceinture noire de karaté, l'autre aussi, je crois. Et d'ailleurs, il y en a un, Sensei Seth, il est quatrième dan de karaté, donc ça veut dire qu'il est maître. Il a passé sa maîtrise, il peut donner des cours. Et ce qui est très drôle, c'est que ces gens-là, quand ils vont discuter avec des maîtres d'autres arts martiaux, donc qui sont pas dans des choses où ils ont même niveau de compétence et de technique, mais qui est suffisamment proche pour avoir des points communs, et on peut trouver des repères. C'est toujours très rigolo de les entendre discuter quand ils comparent leur forme, leur mouvement, les techniques, et dire « Ah tiens, ça ressemble à un truc que j'ai chez moi ». Et on peut avoir ça aussi dans le jeu de rôle, on peut avoir ça dans le jeu vidéo. On peut avoir ça dans la musique. Des situations pareilles où, ah tiens, j'ai des choses proches de chez moi comme ça. Et tout ça fait que, tant que vous êtes à l'aise avec vos passions, vous n'avez pas de raison d'avoir, pour tout ce qui est du cadre de vos hobbies, d'avoir la moindre notion d'imposture. Parce que vous n'êtes pas présenté en tant qu'expert. Vous êtes juste quelqu'un qui apprécie quelque chose et qui donc s'est un peu plus documenté dessus que la moyenne. Mais vous n'êtes pas un expert. Vous n'êtes jamais vendu comme un expert. Et même si vous avez fait les 10 000 heures, je crois que c'est ça, il faut 10 000 heures pour maîtriser un sujet, je crois. 10 000 heures de travail. Même si vous avez fait vos 10 000 heures de travail sur ce sujet, et que vous êtes du côté de la maîtrise, donc vous êtes dans la pente descendante de la courbe de Dunning-Kruger, voir que vous êtes carrément... Vous avez passé la cloche et que vous êtes déjà en train de monter la deuxième pente. Je vais vous mettre le graphe à l'écran. Ce graphe-là, ça représente en fonction de la connaissance qu'on a, la connaissance effective qu'on a, l'impression de savoir qu'on a. Et donc vous voyez bien qu'au début, il y a une montée, une explosion exponentielle, parce qu'on découvre les premiers pas dans un nouveau champ de compétences, et on est convaincu que ce petit peu couvre déjà tout. On l'a tous fait. Ah ouais, tiens, ça. Et on est convaincu que ce petit peu de savoir est suffisant pour tout. Puis vous continuez à apprendre des nouvelles choses. Et là, vous vous rendez compte à quel point vous avez été con. Et vous êtes généralement embarrassé. C'est là, potentiellement, que l'effet imposteur est le plus fort. Le syndrome de l'imposteur est plus fort. Parce que vous venez d'arriver dans un moment un peu embarrassant où vous avez été un peu trop enthousiaste avec le peu de savoir que vous aviez, et vous vous rendez compte à quel point vous avez été con. C'est comme le mec qui regarde 3 vidéos d'arts martiaux et qui d'un coup dit qu'il connaît les postures et qui saurait faire quelque chose dans une bagarre, dans un combat. Newsflash, si vous n'avez pas au moins vos 10 000 heures d'entraînement dans un art martial, vous ne saurez pas vous défendre. Si vous n'êtes pas déjà battu, vous ne saurez pas vous défendre et vous allez vous retrouver le cul par terre, si c'est pas plus grave, parce que vous avez été convaincu que ces quelques vidéos et le quelque peu de savoir que vous avez là vous donnent l'impression que vous savez quelque chose. Mais enfin bon, voilà. Donc, n'ayez pas peur N'ayez pas peur de votre méconnaissance, de vos erreurs dans ce qui vous passionne. Parce que même si vous êtes MJ, que vous faites des erreurs dans votre manière de maîtriser, que ce soit dans les règles, dans l'univers, ou dans votre façon de jouer un personnage, ou même d'incarner le personnage, alors, sur les règles, à part si vous tombez sur l'avocat des règles, qui va vous casser les couilles déjà bien avant, la plupart des joueurs vont laisser filer une erreur sur les règles parce que généralement, eux aussi, ils sont pas là pour se prendre la tête avec les règles.
Il y en a qui vont tiquer si vous faites des grosses entorses aux règles, et vous leur dites, bon ben, ok, c'est une erreur. J'ai pas envie de fouiller dans le bouquin maintenant, donc on va continuer comme ça. Ou on va prendre la correction que tu proposes, et on continue comme ça ce soir. Feu. Si vous faites une erreur dans le lore, pareil, il n'y a que l'intégriste qui va réagir. En mal. Vous allez avoir des joueurs qui vont peut-être réagir. Et pareil, vous leur dites simplement, on va continuer comme ça maintenant. Parce que c'est mon univers, c'est ma version de cet univers, continuons. C'est ça qui est peut-être un peu difficile en tant qu'MJ ou en tant que joueur de jeu de rôle, c'est avoir le courage de ses opinions. Le courage de... assumer ses conneries et rouler avec aussi. C'est aussi très important. Mais faut vraiment pas avoir peur de l'erreur, de l'échec dans le jeu de rôle. Comme dit, si vous vous plantez, c'est pas grave, on continue. On n'est pas là pour... Vous n'êtes pas, justement, je reviens sur l'exemple des arts martiaux parce que je l'ai en tête, vous n'êtes pas en train de faire passer un examen pour être ceinture noire, par exemple, de karaté, où vous devez reproduire un kata dans la forme parfaite. Vous n'avez pas le droit à l'erreur dans la forme, dans la réalisation de ce kata. Pour ceux qui ne savent pas, les katas, c'est des enchaînements de mouvements qui peuvent être réalisés seuls, et pour systématiser, pour mettre en mémoire musculaire des mouvements utilisés dans l'art martial en question. Alors là, c'est le karaté. Mais voilà. Et alors, généralement, c'est soit c'est le mouvement, soit c'est des mouvements proches. Et justement, ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle. Quand on passe sa ceinture noire en karaté, il faut pouvoir donner des variations sur tous les mouvements du kata que vous venez de faire. Donc en gros, j'ai fait ça, maintenant ben, je peux faire ça, 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 ça ou ça, et pourquoi. Voilà, et pour le lore, pour revenir au lore, il n'y a que l'intégriste du lore qui va vous casser les couilles à vouloir être parfait. Les autres, pareil, sont là pour jouer. Si votre lore, c'est une entorse, il fait une entorse à un lore établi, genre, je sais pas, Warhammer 40 000, l'univers de Pathfinder, un des univers de Donjons et Dragons, l'univers de Star Trek, l'univers de Star Wars, de Conan, de je ne sais pas quoi, ben, c'est pas grave. Continuons. Pas important. Et celui pour qui c'est trop important au point que c'en est insupportable, va peut-être falloir que vous songiez à avoir un joueur en moins à votre table. S'il n'arrive vraiment pas à gérer les entorses au lore. Et c'est encore mieux si ce lore, c'est un lore que vous avez créé vous, et peut-être avec vos joueurs. Parce que là, encore plus simple. Parce que vous connaissez, vous êtes probablement celui qui connaît le mieux l'univers. À part si les joueurs ont pris plus de notes que vous. Et à ce moment-là, vous avez juste à les remercier parce qu'ils ont fait une partie du boulot qui est généralement très pénible en tant que MJ. Donc voilà, n'ayez vraiment pas peur de vos échecs. Comme dit, il n'y a pas de raison de vous sentir imposteur parce que vous allez faire des erreurs. On fait tous des erreurs en tant qu'MJ, on fait tous des erreurs en tant que joueur. C'est pas important. L'autre point encore, c'est si vous faites des erreurs sur la manière dont vous jouez un perso. Genre, vous restez pas totalement cohérent dessus. Ça, pareil, les joueurs, s'ils s'en rendent compte, ils vont vous le dire tout de suite. Sinon, ils l'auront même pas remarqué. Parce que de toute façon, eux, ils n'ont pas vos notes sur vos NPC. À part si c'est pareil, des NPC établis. Et là, on revient sur le point du lore. Et donc, si c'est un point de lore, on fait ma version, s'il te plaît, et on continue. Voilà. Ne vous prenez vraiment pas la tête là-dessus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du fait que vous n'êtes pas un maître dans le JDR. Comme dit, pour maîtriser quelque chose, il faut faire 100 000 heures. 10 000 heures, pardon. Et ça prend du temps. Moi, je suis même pas sûr d'y être encore aux 10 000 heures de jeu de rôle. En comptant les heures de travail en tant qu'MJ. Et les heures de travail sur développer un univers et un système. Je pense pas que j'y suis encore. Je fais du JDR depuis que j'ai 14-15 ans. J'en ai maintenant 40. Alors, j'ai pas fait du JDR non-stop tout le temps dans ma vie. Mais bon, voilà. On va dire... C'est au mieux 25 ans, pour faire simple, 25 ans de pratique.
pense que c'est plutôt près de 15 ans. Avec, à la belle époque, une partie par mois quand ça va bien. Quand j'ai fait mes 4-5 ans de club de JDR à Strasbourg, c'était quasiment 1 à 2 parties par semaine. Là, j'ai pris des heures. Mais là-bas, j'étais joueur, j'étais pas MJ. Donc voilà. On n'y est pas aux 10 000 heures et c'est pas grave. On n'est pas là pour être un maître. Je suis pas là pour être quelqu'un qui a une maîtrise de la maîtrise du jeu de rôle. On est là pour passer un bon moment à jouer. C'est comme un petit parallèle. Bon, cette vidéo, elle va durer plus d'une demi-heure. Je suis désolé. Mais j'ai des choses à dire, donc je laisse ça. C'est comme vous organisez une partie sur un jeu de société. Vous organisez, comme je l'ai fait quelques années, du draft Magic. Alors moi, c'était du draft Magic. Vous faites du draft ou un autre événement comme ça, avec un petit tournoi entre copains d'un jeu. Je sais pas moi, Street Fighter, un Smash, un Tetris, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, c'est pas important. Et vous l'organisez tous les mois, toutes les semaines, tous les 6 mois, on s'en fout, pas important. Et vous passez un super moment, mais vous arrivez toujours bon dernier. Est-ce que c'est grave? Sérieusement. Alors, ça peut être usant au bout d'un moment, comme ça a été le cas par exemple pour moi. J'ai organisé des drafts tous les mois de Magic pendant 2 ans. J'étais quasiment à chaque fois dernier. Ça veut dire que je suis bi à Magic. Mais j'ai continué à le faire parce que je passais un bon moment avec des gens. Parce qu'on était des passionnés. On avait plein de différences. Mais ça, c'était un point commun qu'on avait tous. Et on adorait le jeu à ce moment-là. Et on passait un bon moment. Et on n'était pas là. J'étais clairement pas le plus compétent. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de compétent. J'étais juste celui qui s'occupait de la logistique. J'achetais les cartes. Je récupérais le pognon. Et je remettais ce pognon pour racheter les cartes. Et j'essayais de trouver un endroit pour jouer. Voilà. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir... Enfin, il n'y a pas de raison de se sentir imposteur. Vous pouvez dire, je suis une buse à ce jeu, mais c'est pas grave, je passe un tellement bon moment que je continue. C'est pas grave, continue. En anglais, il y a une façon de dire, c'est fake it till you make it. Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Moi, durant ces 2 ans, j'ai fait que faire semblant de savoir jouer à Magic. J'y suis jamais arrivé, sauf peut-être une fois. Même pas. Et, enfin bon, voilà, mais c'était pas ça l'important. Pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir honte de vos connaissances sur une passion. Je le dis, je le répète, je vais le redire encore plusieurs fois, mais c'est vraiment important. Parce que, généralement, c'est ça qui est génial sur une passion. Vous définissez le rythme de votre progression. Et vous n'avez de compte à rendre à personne. Pourquoi avoir peur d'être au début du parcours? Quand vous croisez des gens qui sont dans la même passion que vous, ou une passion adjacente, depuis 10, 15, 20, 30 ans de plus que vous. C'est pas grave. Vous êtes dans une troupe de théâtre amateur. C'est votre première saison, vous faites un petit rôle dans une pièce. Vous avez en face de vous une paire, un couple d'acteurs qui ont 15 ans de troupe, pas forcément la même, 15 ans de troupe et qui savent jouer. Ils pourraient être des petits professionnels. Est-ce que c'est grave? Non. Vous allez faire votre ou vos représentations de la pièce que vous êtes en train de préparer. Vous allez peut-être ramasser un peu d'argent pour permettre à votre groupe de préparer la saison suivante, pour costumer, pour faire les décors et tout ça. Mais il n'y a aucune raison d'avoir honte de votre performance. Même si vous vous plantez, même si un souffleur intervient et que ça s'entend. Pas grave. On est dans la passion. Alors bon, à partir du moment où les gens payent, ça devient un peu différent. Mais même si ça reste une troupe amateur et que les gens payent, j'ai pas le même degré d'attente. J'ai déjà eu l'occasion de voir des troupes de théâtre amateur, et à aucun moment, j'ai
fait savoir que c'était insupportable. Même quand j'aimais pas la manière dont certains jouaient. Même si je trouvais les histoires chiantes à mourir. Même si, je sais pas, le metteur en scène avait des idées folles quand il a fait quand il a fait sa mise en scène. Et que je n'ai pas réussi à suivre le délire. Enfin bon, voilà. On a en face de nous des gens passionnés. Ils vous demandent un peu d'argent. Alors, dans le cadre de la troupe de théâtre, je reste dans cet exemple. Ils vous demandent un peu d'argent parce que ça coûte de l'argent de se produire. Et, ils ont peut-être des locaux qu'ils doivent louer. Il y a des costumes, il y a des décors, il y a des accessoires. Ça coûte de l'argent, tout ça. Si ça se trouve, ils ont peut-être même dû payer quelqu'un pour faire la régie. Parce que ça, c'est un métier. Ou à l'éclairage, ou au son, ou à la lumière, ou des choses comme ça. Mais... Et donc, si vous avez en face de vous des amateurs, des passionnés, ça sert à rien d'être aussi critique qu'avec un professionnel parce que c'est pas réaliste. Et s'ils vous demandent des retours, faites des retours. Commencez par un positif. Un négatif. Un positif. Un négatif. Si vous n'arrivez plus à trouver de positif, arrêtez avec les négatifs. Ça sert à rien. Pour faire simple. Si vous n'arrivez pas à dire quelque chose de bien avant de critiquer, c'est que vous n'avez probablement pas assez réfléchi, que vous êtes là pour vous faire du bien en rabaissant quelqu'un d'autre. Très bon exemple. J'ai fait les 2 premiers jours du Festival du film fantastique de Strasbourg cette année. J'ai pas réussi à avoir la force, le courage et la patience de faire le reste parce que je suis quelqu'un qui aime bien vivre chez soi et passer mes journées dehors entouré de gens que je connais pas, ça m'a usé. J'ai vu un film. Je sais plus comment il s'appelle, je vais juste regarder, excusez-moi. Time Stalker. Je me suis arrêté, je suis rentré le soir, j'ai enregistré un petit truc sur cette vidéo, sur ce film-là. Je l'ai pas partagé parce que finalement je l'ai pas faite. J'ai raté ce que je voulais vraiment voir, donc ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Mais ce film-là est un film que j'ai vraiment pas aimé. J'aurais pas été avec un ami. Je pense que dans le premier quart d'heure, allez, première demi-heure, je serais parti. C'est très rare que je fasse ça sur les films. Encore moins, enfin encore plus que j'ai un abonnement UGC, et donc pour moi c'est 20 € par mois, quoi qu'il arrive. Et si je regarde 2 films dans le mois, je suis rentable. Là j'ai vu 6 films, j'ai payé 3 mois d'avance, pour faire simple. Enfin bon, rien à voir. Mais malgré tout, j'ai trouvé des bonnes choses à dire sur ce film. J'ai bien aimé la photographie dans la première séquence du film. La première, ça s'appelle Time Stalker, vous avez bien l'idée qu'il y a une histoire de voyage dans le temps. Et la première séquence, il y a eu plus d'extérieur, et même si c'est un film qui n'avait pas énormément de moyens, ça c'est vu. Pour moi, ce film, c'est le projet d'une actrice, l'actrice principale, qui était aussi la réal et la scénariste, si j'ai bien compris. Et c'était vraiment son bébé, son projet à elle, qui était pour elle et pour personne d'autre. Et c'était clairement pas pour moi. J'ai bien aimé la photographie. Il y a eu Alors, ça manquait vache. Alors, c'était censé être de l'humour. En plus, un film anglais. J'ai pas trouvé l'humour anglais que j'ai l'habitude de voir, moi. Voilà, pas grave. Mais la photographie, certains éléments de mise en scène, même s'ils n'étaient pas très subtils... Ah oui, je sais, c'est pas vraiment un compliment, ça. Mais il y avait de bonnes idées, ça rendait les choses très sympas, et malgré le fait que c'était pas mon type d'humour, je me suis fait avoir et j'ai rigolé quand même 2-3 fois. J'ai pas que tiré la gueule et roulé des yeux tout le long du film. Même si ça a bien duré. J'ai aussi adoré voir Nick Frost dans ce film. Même si j'ai pas aimé le rôle dans lequel il était. C'était sympa de le voir. Enfin bon, voilà. Passons. Vous voyez, il y a toujours des choses qu'on trouve à dire en bien. C'est rare qu'on soit dans une situation où on n'a jamais quelque chose de bon à dire. Enfin bon, voilà. Cette vidéo dure depuis beaucoup trop longtemps.
Je vais m'arrêter là. Une dernière fois, je vous l'ai dit, je le redis, je finis avec ça. Arrêtez d'avoir peur de vos erreurs, de vos méconnaissances. C'est une passion que vous faites. Assumez complètement quand ces choses se passent pas bien. Roulez, continuez, c'est pas grave. On enchaîne. Show must go on. Ça sert à rien de se confondre en excuses après et tout ça. Non, c'est pas grave. L'important, c'est tant que vos joueurs et vous avez passé un bon moment, malgré tout ça, vous avez réussi ce que vous deviez faire. Tout le reste n'a pas d'importance. J'espère que ça vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir peur de votre manque de connaissances théoriques, pratiques, etc. Vous êtes entouré de passionnés. Généralement, les passionnés, dans la grande majorité, sont bienveillants parce que, justement, ils partagent la même passion que vous. Si vous leur demandez des retours et qu'il y a des critiques, c'est parce qu'ils veulent que vous vous améliorez, pas vous rabaisser. À part certains connards, comme toujours. Donc voilà. N'ayez vraiment pas peur, vous êtes capable. Même si c'est la première fois que vous maîtrisez, même si c'est la première fois que vous allez maîtriser de votre vie, n'ayez pas peur. Dites simplement à vos joueurs que c'est la première fois que vous le faites. Vous allez voir, ça va bien se passer. J'ai dit bien, j'ai pas dit ce sera parfait. C'est comme beaucoup de choses, la première fois, c'est jamais la meilleure. Si vous voyez ce que je veux dire. On va faire des conneries. On va pas être très fiers des conneries qu'on a faites. Mais le mieux, c'est d'en rigoler et de continuer. On s'arrête pas. Pas grave. Le seul moment où il faut tirer un peu le frein à main, c'est si on commence à faire mal aux autres. Pour rester dans le thème. Et encore des fois, ça plaît. Enfin, quand c'est consensuel, c'est pas gênant. Mais c'est quand c'est pas voulu que c'est gênant. Enfin bon, vous me comprenez. N'ayez vraiment pas peur de vous lancer. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Par exemple, moi, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 28 septembre. Dans un peu moins d'un mois, je fais de nouveau une partie de JDR public. Et pour sortir de ma zone de confort, ça va être une grosse impro, ça va être un scénar que je vais à moitié improviser, à moitié écrire, dans un nouveau jeu de rôle. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, Mage Hunter. Quand j'aurai fait cette partie, je vous ferai un retour d'expérience là-dessus. Mais c'est aussi ça, faut pas avoir peur d'essayer de découvrir des choses et de sortir de sa zone de confort. Il y en a, c'est en essayant de faire plus d'improvisation. Il y en a, c'est en allant dans des univers qu'ils ne connaissent pas. Il y en a, c'est en faisant des parties publiques. Il y en a, c'est en essayant de jouer plus la comédie, de faire des voix, ce genre de choses. Il y en a, ils vont essayer de faire plus attention à leur mise en scène. Dans le sens, ce qu'ils vont mettre sur la table. Des accessoires. Un éclairage. De la musique. Pour certains, c'est important. Pour moi, ça l'est pas. Voilà. Je suis pas encore à ce niveau de maîtrise pour considérer que c'est important. Donc, pour moi, c'est des variables que j'élimine. Enfin bon, voilà. Ça fait 45 minutes que je m'enregistre. Et là, je vais vraiment m'arrêter. La vidéo touche enfin à sa fin. Si vous êtes arrivé au bout, je vous remercie de votre patience et j'espère que la moitié de ce que j'ai dit était intéressant. C'est de nouveau le syndrome de l'imposteur qui parle. Je l'ai encore sur ce que je fais sur YouTube. Et comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. En attendant ma prochaine vidéo qui sera beaucoup moins longue, je vous dis à la prochaine fois. Ou plutôt comme on dit chez moi, Pisnik, je te moule.